Christophe Castaner. Bonjour. Secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et délégué général de La République En Marche. Alors vous êtes ici ce matin pour défendre les réformes actuelles et celles à venir, l'assurance chômage, la formation professionnelle, la réforme de la SNCF. Bref, vous êtes là pour empêcher Emmanuel Macron de continuer à baisser dans les sondages? Non, je suis là d'abord pour répondre à votre invitation Certes. et pour faire la pédagogie chaque fois que c'est nécessaire de ce que les Français ont voulu, des réformes, le fait de transformer en profondeur, de réparer la France, c'est ce que nous faisons sous l'autorité du président et du Premier ministre. Mais il chute pourtant dans les sondages, donc il y a un mécontentement sur le pouvoir d'achat, sur... Il a chuté il y a 15 jours, un sondage le remettait en hausse cette semaine, il y a un mois il remontait. Si on gouvernait au sondage, nous ne ferions ce que les Français n'attendent pas de nous, rien. Et donc on va agir. Alors aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, présente sa réforme sur la formation professionnelle, qu'elle définit elle-même comme un Big Bang. Big Bang, vous comprenez que les partenaires sociaux prennent peur? La question est-ce que ça marche? Aujourd'hui, la formation professionnelle, près de 34 milliards d'euros qui sont mobilisés chaque année et qui font que si vous êtes cadre supérieur dans une entreprise, vous avez 66% de chances d'avoir une formation cette année. Si vous êtes ouvrier, vous tombez à 37%. Si vous êtes chômeur, c'est 10%. Qui a besoin aujourd'hui de formation? Est-ce que ce sont ceux qui sont déjà dans des postes et dans des postes de niveau élevé? Ou est-ce que ce sont ceux qui vont voir leur métier se transformer en profondeur ou ceux qui n'ont pas accès au métier? La réponse est évidemment, il faut changer en profondeur notre système de formation. Et donc oui, il faut un Big Bang, pas pour casser, mais là encore pour changer ce qui doit être changé. Et les partenaires sociaux ont fait des propositions qui, à notre sens, ne vont pas assez loin. La ministre va porter tout à l'heure, elle la présentera, une réforme plus courageuse. Alors fin février, effectivement, les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats se sont mis d'accord sur un accord et finalement... vous n'en êtes pas satisfait, donc vous n'en tenez pas vraiment compte. À quoi ça sert de les faire négocier si finalement vous n'en tenez pas compte? Vous savez, il y a à la fois le dialogue social, mais il y a aussi un pouvoir politique qui a été élu par les Français pour faire les choses. On a déjà transformé le marché du travail à l'automne. Aujourd'hui, c'est la question de la formation, c'est la question de l'indemnisation chômage qui sont nécessaires de changer. On le fait. Mais dans le passé, il est arrivé que les partenaires sociaux se mettent d'accord pour modifier. On a même fait des lois. C'était Michel Sapin puis M. Rebsamen qui l'avait lancé pour changer la formation. Est-ce que les résultats ont été au rendez-vous? La réponse est non. Donc il faut aller plus loin. On a le courage d'aller plus loin, pas pour brusquer les partenaires sociaux, mais pour mettre l'ambition à un niveau plus élevé que celle qui nous était proposée. Alors Pierre Gattaz, il vous dit de faire le big, mais pas le bang, c'est-à-dire de ne pas tout transformer sans concertation sociale. Le pilotage que vous envisagez de faire, c'est vrai que ça leur enlève, ça les dessaisit, les partenaires sociaux, de cette manne financière qui est 34 milliards d'euros par an. Donc ce sont eux qui freinent la réforme, les partenaires sociaux? Non, mais peut-être qu'ils avaient des habitudes et que notre société change, vous savez, d'ici... Des mauvaises habitudes? Non, pas de mauvaises, je ne vais pas les qualifier, mais des habitudes de fonctionnement. On avait des formations qui, par exemple, n'étaient pas évaluées. Vous rentriez en formation sans savoir quel était le taux d'intégration dans le marché du travail après la formation. Donc ils avaient des habitudes qui étaient inefficaces, clairement. Mais le système n'est pas efficace aujourd'hui, constatons-le ensemble, et donc on va le changer. Donc ils ne s'attendent pas à ne pas avoir le bang, c'est ça? Mais vous savez, alors, si Pierre Gattaz voulait le bing et pas le bang, j'ai peur que M. Martinez voulait le bang et pas le bing. Donc toute la responsabilité du gouvernement, c'est d'arriver à décider, à trouver des propositions qui vont changer en profondeur et qu'on fasse du droit à la formation un droit fondamental pour les travailleurs et pour les chômeurs. Parce que notre société du travail, celle que nous voulons construire pour demain, doit faire face à des changements en profondeur des métiers. La numérisation va changer la moitié des métiers à peu près d'ici une vingtaine d'années. Donc il faut s'adapter à cela et il faut changer notre offre de formation. Alors Muriel Pénicaud, elle a aussi dévoilé vendredi dernier sa réforme sur l'assurance chômage. Le gouvernement a quand même revu à la baisse ses ambitions. Ça ne touchera au final que 20 à 30 000 personnes. Avouez qu'on est loin du droit universel du candidat Macron, de la promesse de campagne. Alors sur cette mesure-là, ou là par contre sur le chômage, on s'est plutôt appuyé sur l'accord issu des négociations avec les partenaires sociaux. Sur cette mesure-là, c'est seulement une des mesures qui est proposée. C'est celle du chômage pour ceux qui démissionnent. Et nous avions dit très tôt que le droit à l'ouverture au chômage pour les démissionnaires devait être en perspective d'un projet professionnel. Mais vous avez mis de plus en plus de conditions, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de salariés démissionnaires. Ce sont les partenaires sociaux qui ont mis cela et on a rajouté une évaluation par un organisme indépendant, effectivement, de la qualité de ce projet professionnel. Parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir le droit au chômage comme une liberté sans devoir. Or, le devoir que l'on veut à ce droit nouveau qu'est le droit au chômage, c'est celui d'avoir un projet de reconversion professionnelle. Mais c'est une liberté nouvelle, parce que c'est dire à quelqu'un, je vous fais confiance sur votre projet, on va vous accompagner par le chômage. Et contrairement à ce qu'avaient proposé les partenaires sociaux qui proposaient un droit à minima, nous on propose un droit conforme au droit
de tous les Ce chômeurs. que vous nous expliquez, c'est que les partenaires sociaux sont des freins aux réformes. Là, et dans ce qu'on évoquait précédemment, la formation professionnelle. Non, parce qu'ils ont été plus audacieux sur la question de l'allocation chômage que sur la réforme de la formation professionnelle. Mais vous savez, on travaille avec. Mais à un moment donné, il est normal que le gouvernement qui a un mandat du peuple, puisse décider sur ces sujets-là. On travaille avec, mais on fait passer par ordonnance. Mais pareil, les ordonnances permettent la discussion. Celle auquel vous faites référence, c'est peut-être celle de la SNCF. On y vient. Il y aura 2 mois de discussion. 2 mois de discussion avec les partenaires sociaux. Et tout ce qui fera l'objet d'un accord sera intégré en dur et donc videra l'ordonnance de sa capacité à laisser le gouvernement agir, sera intégré en dur dans le texte de loi. Donc justement, c'est un encadrement de la négociation. C'est en gros dire, on va négocier 2 mois, parce que vous savez comme moi que si on disait on va négocier 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne changerait pas grand-chose sur la position de certains. L'argument du gouvernement, justement, donc pour cette réforme de la SNCF, d'intervenir par ordonnance, c'est de dire qu'il y a urgence. L'urgence de la SNCF, c'est quoi? C'est d'amener ça à sa privatisation assez vite? Non, d'abord, l'urgence, c'est de sauver la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF est un outil majeur de l'aménagement du territoire, avec un service public, des cheminots qui sont engagés, qui sont militants de leur travail, mais qui, avec 14 milliards d'euros d'argent public chaque année, c'est-à-dire plus que le budget consacré à la police, à la gendarmerie en France. Il faut avoir ces idées-là en tête. Avec plus de 14 milliards, est en déficit de 3 milliards. Donc nous voulons mais avec sauver des la bons SNCF, chiffres, hein, le chiffre d'affaires qui augmente, son bénéfice qui a plus que doublé. cette année, Des bons résultats. mais qui ne fait pas les investissements nécessaires dans les infrastructures. Et vous avez des endroits où les trains doivent rouler à 20 km/h, parce que depuis 30 ans, 40 ans, on n'a pas fait les bons choix d'infrastructures et d'entretien des infrastructures. Mais je voudrais répondre clairement à votre question. Il n'est pas question de privatiser la SNCF. Et d'ailleurs, le statut que nous proposons est un statut où c'est l'État qui détiendra les titres de la SNCF et ils seront incessibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre. Est-ce que vous pensez vraiment que la modification du statut de cheminot va combler l'endettement de la SNCF qui est de 46 milliards d'euros? Bien sûr que non. Bien sûr que non, et ce serait trop facile de vous répondre cela. Mais demain, vous aurez l'ouverture à la concurrence. Est-ce qu'il est normal d'imaginer que ceux qui roulent sur les mêmes voies ferrées, sur les mêmes destinations, au motif qu'ils seraient de la SNCF ou d'une autre société, aient des droits différents? Ce que nous voulons faire, c'est que ceux qui ont des droits acquis, les cheminots, qui actuellement sont à la SNCF, conservent leurs droits, mais ceux qui seront embauchés demain à la SNCF puissent avoir le même droit qui est le droit du travail qui s'applique à tous les Français. C'est pas choquant. Ça prend en compte la pénibilité, parce qu'elle est prise en compte y compris dans le privé, mais par contre, elle doit viser un seul objectif, faire en sorte que le prix moyen du kilomètre transporté par la SNCF soit pas 30% plus cher parce que c'est la SNCF que ce qu'on voit dans les pays européens. Quand on regarde justement chez nos voisins européens, alors en gros, ils ont fait des réformes, hein, nos voisins. C'est l'Allemagne qui a fait la réforme la plus ressemblante. L'État allemand a repris la dette de la SNCF allemande, qui était de 35 milliards d'euros. C'est envisageable, ça, que l'État français reprenne la dette de la SNCF? Il ne faut rien exclure, nous pouvons l'envisager, mais à condition effectivement que la SNCF commence par se réformer elle-même. Si elle se réforme elle-même, si elle va dans la bonne direction, si elle se remet sur de bons rails, à ce moment-là, la solidarité nationale, c'est-à-dire l'État, pourra prendre en compte cette dette, mais à ce moment-là seulement. Se réformer, et en même temps, il y a de bons résultats. On en parlait il y a un instant. La tête de Guillaume Pépi, elle est sauvée? La question, c'est pas l'homme. Sinon, il ne serait pas la bonne personne pour négocier la transformation que nous attendons de lui. C'est depuis 30 ans ou 40 ans des choix politiques qui se sont faits en matière d'investissement sur les grandes lignes qui, au fond, concernent assez peu de voyageurs. Nous, on veut inverser le regard. On veut favoriser les trains du quotidien. Ceux qui sont utilisés par les femmes et les hommes qui, à l'heure à laquelle je vous parle, vont en utilisant le train sur leur lieu de travail et qui ne supportent plus les accidents de parcours, les incidents, les retards, les annulations de train, parce qu'à chaque fois, c'est leur boulot qui est en cause. Et la menace de grève de Philippe Martinez, de la CGT notamment, elle ne vous inquiète pas un peu quand même? Bien sûr qu'elle nous inquiète. Mais si, parce qu'il y a une menace de grève, on ne doit rien faire, c'est un peu ce qui s'est passé depuis 30 ans ou 40 ans. Et donc on continue, on va plus loin, on met la poussière sous le tapis. Ce gouvernement fait le choix d'assumer ses responsabilités pour sauver la SNCF. Même s'il y a un blocage du pays? Mais c'est le principe même de la grève. Mais moi, j'en appelle à la responsabilité. J'en appelle aussi aux agents de la SNCF à comprendre que les Français attendent d'eux le maintien de ce droit fondamental qui est le leur d'aller travailler ou d'aller étudier le matin. C'est ça l'enjeu. Et on ne peut pas leur opposer la peur d'une privatisation qui n'existe pas, la peur d'une suppression du statut qui n'existe pas pour ceux qui sont dans les trains aujourd'hui. 2 pays fondateurs de l'Union européenne sont un peu affaiblis à l'issue de ce week-end. Alors il y a l'Italie, c'est l'incertitude. La coalition droite-extrême droite arrive en tête, mais il n'y a pas de majorité pour gouverner. Et puis il y a l'Allemagne avec Angela Merkel, chancelière au pied d'argile, écrit le Figaro. Les sociodémocrates ont dit oui à la grande coalition, mais Merkel va se retrouver coincée entre ses partenaires.
c'est bon pour Emmanuel Macron. Il sort renforcé avec la situation de ces deux pays politiques non, voisins. nous ne sommes pas renforcés quand il y a un affaiblissement de l'Europe. Et effectivement, la fragilité qui a été celle d'Angela Merkel, mais dont je pense qu'elle se sortira bien, vous allez voir, il faut lui faire confiance, elle a suffisamment d'expérience. Et cette coalition qui va rassembler les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, cette coalition qui a un accord politique de gouvernance va avancer. Moi, je suis plus optimiste. Mais l'Italie, avec la victoire des populistes, et on voit que ce mal menace partout en Europe, c'est aussi un affaiblissement du sud de l'Europe et donc de l'Europe. La France n'est jamais renforcée quand l'Europe est faible. Parce qu'on a besoin de partenaires forts pour changer l'Europe. Mais on a besoin d'Europe. Sauf que dans le duo Merkel-Macron, Macron peut prendre davantage la main avec une Merkel affaiblie. Oui, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est pas de gagner sur l'autre. Notre objectif, c'est de gagner en Europe et donc de changer en profondeur cette Europe. C'est tout l'enjeu du rendez-vous européen de l'année prochaine, où il faut que nous portions une ambition européenne, non pas en étant des Européens BA, mais on a besoin, sur plein de sujets, à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est l'échelle européenne sur les politiques d'environnement, par exemple, de lutte contre la fraude fiscale, de force face à ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec la position du président Trump qui veut surprotéger et taxer tout ce qui vient de l'étranger. Ce n'est pas à l'échelle de la France qu'on répond, c'est à l'échelle de l'Europe. Il nous faut une Europe puissante. Revenons en France, on parle d'une proposition de loi pour interdire la fessée en France, proposition soutenue par la ministre de la Santé. Vous la soutenez aussi ? Moi, je pense que toute violence corporelle pour un enfant est totalement inopportune et inutile. Ça fait des années que je pense que ce débat a lieu. Et il est essentiel de rappeler à chacun que jamais une fessée ou toute violence corporelle n'a la moindre utilité. Pire, elle peut être traumatisante pour un enfant. Donc vous soutenez cette proposition de loi qui vise à l'interdire en France ? Oui, nous verrons si elle vient en débat, à quel moment elle vient en débat. Aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité, elle a été déposée. Mais c'était un amendement qui avait été voté par l'ancienne Assemblée nationale, qui avait été annulé par le Conseil constitutionnel. Et donc, ce débat, il a déjà eu lieu, il avait été tranché par la représentation nationale. Et aujourd'hui, nous y sommes plutôt favorables. Il faut rappeler que jamais une violence sur un enfant n'a une efficacité, jamais. Vous n'avez jamais mis de fessée à vos filles, vous ? J'ai le souvenir, j'ai 2 filles, j'ai le souvenir un jour, après avoir été mordu, d'avoir giflé en réflexe ma fille, et je m'en souviendrai toute ma vie. Un sondage, Kantar Sofres révèle la chute de 16 points de Laurent Wauquiez chez les sympathisants LR après ses propos tenus à l'EM Lyon. À côté de la chute d'Emmanuel Macron, semble une petite galipette à côté. C'est une bonne nouvelle pour vous, la chute de Laurent Wauquiez dans les sondages ? Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, y compris quand il explique que quand il vient sur un plateau télé, il dit n'importe quoi et que face aux étudiants, il va dire la vérité, au fond, il décrédibilise la parole politique, toute la parole politique, même la mienne. Mais l'affaiblissement d'un opposant, c'est toujours bon à prendre, non ? Non, parce que là encore, moi je me fiche de mes opposants. Ce que je veux, c'est être aux côtés du gouvernement et avancer, réussir, transformer. C'est cela qui compte. C'est pas la faiblesse de tel ou tel ou le petit jeu habituel de Laurent Wauquiez qui, de toute façon, s'adresse aux Français comme autant de clientèle pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça ne crédibilise pas la parole politique. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Bien sûr. Quel soir de cette semaine allez-vous regarder la télé ? Demain soir, la Ligue des Champions ou mercredi soir, le débat du Parti Socialiste, le débat entre les 4 prétendants au poste de premier secrétaire ? Je crains de devoir le faire de toute façon en podcast et un peu plus tard qu'à l'heure où ça passe, à la fois pour le match, mais aussi pour le débat. Je regarderai le débat. Parce que la plupart de ceux qui seront présents sur le plateau sont des amis, sont des anciens amis, que je regarde... Vous étiez au Parti Socialiste. J'étais au Parti Socialiste, que je regarde se débattre avec tristesse. Parce qu'ils tirent ce qu'il reste du Parti Socialiste au fond par des débats d'hommes, en l'espèce que des hommes, et puis surtout par le retour à un vieux Parti Socialiste, celui d'une nostalgie qui, au fond, ne correspond plus à rien aujourd'hui. La modernité avait quand même fait quelques progrès au Parti Socialiste, je constate que ça n'est plus le cas. Le Parti Socialiste est mourant et par leur débat, ils le tirent par le fond. Le Parti Socialiste est mourant, vous n'avez plus aucun contact avec... vos anciens J'ai des amis qui sont restés des amis, mais évidemment, je ne me sens pas à l'aise dans ce parti qui n'a aucune vision positive, tape sans cesse sur le gouvernement et pense que pour se faire une virginité, il faut critiquer. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, les attentes des Français étaient autres. Aucun des candidats ne vous semble capable de redonner un souffle à ce parti ?
pas sur les lignes politiques qu'il porte. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une particularité du Parti socialiste, mais je pense que la social-démocratie a sa place à nos côtés, pas avec nous. Je ne leur demande pas de rejoindre La République En Marche, mais ils doivent travailler avec nous. Et c'est comme ça qu'on arrivera, comme on le fait dans des municipalités, dans des exécutifs départementaux, régionaux, à changer les choses et à travailler non pas pour soi-même, mais pour ce qu'on sert, les concitoyens. Et donc le débat PS, ce sera sur LCI mercredi à 21h.